Des combats entre l'armée malienne et les groupes armés qui occupent Tinzaouaten. Des combats contre l'armée malienne et les groupes armés qui occupent Tinzaouaten. Localité située à la frontière algérienne a fait de lourdes pertes de part et d'autre au début de l'offensive contre les groupes armés rebelles et terroristes. Mais nos forces de défense ne se savent pas vaincues. Donc de gros moyens sont mobilisés pour sécuriser et reprendre le contrôle de cette localité hautement stratégique dans la partie nord de notre pays. Pour en parler et avoir de plus amples explications, nous recevons sur notre plateau M. Boubacar Bokoum, analyste des questions géopolitiques et sécuritaires. Monsieur Bokoum, bonjour et bienvenue sur le plateau de Ndar TV, la télévision de tous les regards. Merci M. Chokaré et merci de l'opportunité que vous m'offrez en m'invitant sur ce plateau. Je profite pour dire bonjour à l'ensemble des Maliens de l'intérieur comme de l'extérieur et à tous vos auditeurs et ceux que vous écoutent ou que vous reçoivent en ce moment précis. M. Bokoum, quelle est votre lecture de cette situation tragique contre nos forces de défense, contre notre pays? Permettez-moi tout d'abord de présenter mes condoléances les plus attristées à notre armée et à la nation malienne tout entière pour les pertes en vies humaines et demander aux Tout-Puissants d'accorder un propre rétablissement à ceux qui sont blessés. Et là, il me plairait de faire un hommage particulier à nos forces armées et leurs alliés aujourd'hui qui sont dans cette guerre qui ne dit pas réellement son nom. En fait, d'abord, il faut qu'on analyse pourquoi cette guerre, parce que depuis un certain temps, nous avons eu l'impression que nous sommes entre nous, Maliens, qui se font la guerre. On a parlé dans un premier temps d'un problème dit Touareg. Ensuite, ça a progressé un peu pour venir au centre du Mali. On s'est permis de dire que c'est une crise entre Peul et Dogon. Et ensuite, on a eu cette formulation de terrorisme, de djihadisme. Mais en réalité, il s'agit exactement de quoi? Il s'agit des mouvements de l'extrême violent. Donc, un mouvement d'extrême violent n'a pas de coloration en tant que tel. Elle n'est ni musulmane, elle n'est ni chrétienne, encore moins ethnique. Donc, il faut qu'il soit clair que c'est des mouvements qui sont inscrits dans la logique de faire la guerre. Et faire la guerre pour obtenir des résultats et pour qui? Donc, nous ne sommes pas face à une guerre maliano-malienne. Parce que dans la première lecture, vous avez un pays comme le Burkina qui n'avait pas compris que cette guerre n'était pas malienne. Et qui a même hébergé des terroristes sur son territoire à un moment donné. Nous avons un pays comme le Niger qui s'est trouvé aussi dans la guerre. Et très bientôt, je vous assure que des pays comme le Bénin, le Togo, tout le littoral du golfe de Guinée va connaître exactement ce que le Mali a connu. Y compris effectivement la corne de l'Afrique, donc la partie orientale. Donc toute cette bande va forcément connaître des attaques périodiques, successives, programmées, orchestrées et soutenues naturellement par l'OTAN. Parce qu'il s'agit d'une guerre aujourd'hui qui est entretenue par l'OTAN. Donc la façon subtile dont la guerre se passe, c'est vrai qu'il y avait une diversion ethnique, culturelle, religieuse, qui donnait l'impression qu'il s'agissait d'une guerre locale. Mais il s'agit en réalité, aujourd'hui il faut que les gens le comprennent, on est dans la troisième guerre mondiale. Est-ce à dire, M. Bokoum, que c'est la guerre entre l'Ukraine et la Russie qu'on transporte en Afrique pour pouvoir surtout embraser les pays du Sahel? Non, pas du tout. L'Ukraine, c'est un petit pion dans le système. L'Ukraine n'est pas un membre de l'OTAN, encore moins un membre de l'Union européenne, encore moins une puissance militaire. Mais l'Ukraine se trouve être une arrière-cour des États-Unis qui permettent de faire de l'Ukraine un laboratoire dans lequel les États-Unis font les recherches. Donc c'est juste un moyen de provocation, donc un instrument qui est mis en avant. Mais l'Ukraine est très très petit dans l'analyse complexe qu'est aujourd'hui cette guerre de l'OTAN. Mais il faut comprendre d'abord que dans le concept même de la guerre, cette guerre est une guerre économique. Et l'Occident, depuis le 19e siècle, sinon bien avant, n'a fait que rechercher des ressources et des terres, donc de la recherche. Donc l'expansion de l'Occident nécessite que nous, les Africains, on soit inféodés au continent
européens. Donc cette guerre, elle est historique et elle continue. Donc aujourd'hui, tu as un pays occidental qui cherche à avoir son hégémonie sur les ressources. Et fondamentalement, vous avez les États-Unis qui sont la tête de proue de toute cette guerre économique à travers le monde. Et naturellement avec ses alliés. Donc il ne s'agit pas d'une guerre locale. Aujourd'hui, vous avez les États-Unis avec ses alliés, l'OTAN, qui en réalité, quand vous regardez historiquement par rapport à l'histoire de toutes les guerres, ce sont les États-Unis avec ses alliés qui ont créé le chaos à travers le monde. J'en veux pour preuve l'Irak, l'Iran, la Syrie, et j'en passe. Donc tous les foyers d'insécurité qui sont à travers le monde, c'est exactement l'OTAN, y compris les outils qui se démêlent au niveau du Yémen et sur le golfe de Guinée. Donc en fait, il s'agit de la protection des intérêts des États-Unis d'Amérique. Alors là où ils ont leurs intérêts, soit ils vont aller le chercher avec les armes, donc déclencher une guerre, ou s'ils y ont leur intérêt, c'est de créer les conditions de la protection de leurs intérêts. Et tous les pays de l'Occident sont dans cette dynamique. Donc il faut que les Africains se détrompent, qu'ils ne continuent pas à penser qu'il s'agit d'un problème malien, ou aujourd'hui, parce que nous sommes dans l'alliance du Sahel, qu'il s'agisse d'un problème des États du Sahel, et qu'on pense que l'insécurité, c'est une insécurité du Sahel. Aucun de nos États n'a créé cette insécurité. Elle nous a été imposée par la mécanique économique qui est imposée par l'Occident. Donc il faut qu'on se détrompe, qu'on ne pense pas qu'il s'agit en réalité d'une guerre locale ou que ce soit l'Ukraine qui attaque le Mali ou que ce soit des terroristes isolés qui attaquent le Mali. Il s'agit du fait d'être attaqué par le cartel bancaire financier mondial. Et cette famille, qui est la famille Rothschild, qui détient l'économie mondiale et qui maîtrise les États-Unis depuis 1903, est à la manœuvre. C'est pourquoi vous allez voir aujourd'hui que tous les déplacements et toutes les tueries qui se font à l'avantage de ces Occidentaux. Parce que c'est là où nous, les Africains, on est piégés, on est obligé de riposter, on est obligé de se défendre. Mais en défendant notre espace, nous perdons des hommes. Donc, c'est ça la politique du dépeuplement du continent qui est aujourd'hui en marche. Nous perdons les hommes. Est-ce que, M. Bokoum, on connaît réellement le chiffre de ceux-là qui ont perdu la vie à Tinzaouaten? Le chiffre est connu, mais il ne vous sera pas communiqué, soyez sûr. Parce qu'aujourd'hui, que des gens manipulent des chiffres sur les réseaux sociaux, que l'ennemi fasse la démonstration pour dire j'ai capturé tant de Maliens ou qu'il y a eu tant de Maliens morts, il s'agit d'une communication qui relève de groupes terroristes. Un État ne peut pas faire ce genre de communication, surtout que l'on est en guerre. Donc aujourd'hui, le Mali ne va pas dénombrer le nombre de morts, que ce soit du côté des ennemis, de l'ennemi ou du côté intérieur. Ce qui est sûr, cette guerre, il faut la mener parce qu'on nous l'impose et elle va être menée jusqu'à bon port. C'est de ça qu'il s'agit. Ce qui veut dire que nous sommes tous Fama. Eh bien, naturellement, nous sommes plus que Fama parce que aujourd'hui, vous savez, qu'on le veuille oui ou non, qu'on puisse aimer ceux qui sont là ou non, cela n'est pas la question. D'abord, cette transition, nous l'avons plus ou moins voulu. Tout le monde, à un moment donné, a rêvé d'un changement. Maintenant, nous avons le changement, il faut l'assumer, c'est notre bébé. Maintenant, il faut l'entretenir, il faut le rendre plus fort, il faut le rendre plus solide pour que cette transition, elle se passe bien. Maintenant, ce qui est important de comprendre par rapport à cette transition, c'est qu'il ne s'agit pas d'une transition malienne. Il s'agit de la transition du continent africain. Et ça, c'est important que les gens le comprennent. Un continent africain qui a été soumis et embrigadé dans un modèle soi-disant démocratique. Donc, qu'est-ce qui a amené les révolutions? C'est l'espoir d'une vraie démocratie. C'est parce que les gens aspirent à un bien-être, à un épanouissement réel, qu'effectivement, ils s'insurgent contre la mauvaise gouvernance. Et cette mauvaise gouvernance, elle a eu sa source notamment dans ce qu'on a appelé à un moment donné le printemps arabe. Le printemps arabe a été étouffé, effectivement, par les États-Unis. Ensuite, le printemps malien a commencé à voir le jour, en réalité, à partir de 2012. Et à partir de 2012, ce printemps malien a été aussi étouffé. Parce que c'est pourquoi vous avez vu que le coup d'État de Amadou Aya Sanogo a échoué. Ensuite, nous avons connu une approche occidentale
qui nous a invités à Bruxelles, notamment Djankunda, il y a eu la table ronde de Bruxelles dans laquelle on avait pensé que nos partenaires, soi-disant, ou les partenaires techniques et financiers, ou soi-disant nos amis, allaient apporter beaucoup d'argent dans la cagnotte pour redresser notre pays qui était en difficulté, parce qu'en quelques jours, nous avons perdu pratiquement tout le nord, ensuite l'économie était en lambeaux, il y avait des soucis, et on avait pensé qu'à partir de cette table ronde de Bruxelles, qu'on allait lever des fonds pour nous. Malheureusement, nous en sommes sortis les mains vides avec une grosse insulte de la part des Occidentaux qui nous ont dit la chose suivante, que nous sommes dans la léthargie intellectuelle et que c'est inadmissible que nous soyons assis sur autant de richesses que malheureusement nous restons encore à quémander. Oui, M. Bokoum, avec la position actuelle d'Alger, peut-on s'attendre à une solution durable le long de la zone frontalière Algérie-Mali? Mais la stabilité n'appartient pas à un seul État ou à un petit espace. Aujourd'hui, si on veut solutionner les problèmes, il faut d'abord qu'on comprenne que cette crise elle est globale, sociale et sécuritaire. Tu ne peux pas fractionner l'élément de la crise et penser que vous allez avoir des solutions partielles ou parcellaires. Ça ne marcherait pas. Qu'un seul pays comme le Mali ou l'Algérie soit en paix ne résout pas le problème. Parce que la richesse, elle est globale. Parce que les ressources que vous avez dans cet espace du Sahel, notamment l'uranium, c'est le monde entier qui a les yeux rivés sur cette richesse. L'or que nous avons, c'est le monde entier qui a les yeux rivés sur cette richesse. Donc, ne pensons pas qu'on peut résoudre le problème de façon fractionnelle. Sinon, ce ne serait pas une paix durable. C'est pourquoi, pendant tout le temps, le Mali s'est plié. On a accepté des négociations, on a accepté des accords, on a accepté toutes sortes de compromis, jusqu'à aller à la compromission, mais malheureusement, nous n'avons pas la paix. Donc il va falloir qu'on comprenne qu'il ne s'agit pas de négocier. Parce que tu vas négocier avec qui? L'état-major, ce n'est pas eux le problème. Les gens du centre, ce n'est pas eux le problème. Le vrai problème, c'est l'OTAN et ses alliés, et qui sont en train de chercher les ressources. Donc, que vous résolviez votre problème avec l'Algérie ou pas, ça ne résout pas si on ne résout pas le problème de fond. Donc le problème, il est fondamentalement un problème économique. La cartographie des richesses est connue. Il va falloir qu'on s'y penche pour comprendre comment est-ce que le monde va pouvoir travailler en bonne intelligence, sans conflit majeur et avec une répartition juste et équitable des richesses. Parce que c'est là la clé fondamentalement de la paix et de la stabilité dans le monde. Vous avez, depuis 1885 qu'on a balkanisé le continent, ça a été fait sans notre consentement, sans notre avis. C'est clair pour tout le monde. Et ensuite, en 1945, quand on a créé les Nations Unies, mais les Nations Unies aussi n'ont pas tenu compte de nos intérêts. Et comment on veut gérer le monde avec une machine qui n'est pas juste? Parce que les Nations Unies, ce n'est pas une machine qui dit la vérité. Elle est injuste. Elle est là juste pour les intérêts des grands. Ceux qui ont le droit de veto aux Nations Unies ont toujours raison. Malheureusement, les pays moins développés que nous sommes, qui aspirent au développement, sont toujours brimés en termes de droits, sont toujours brimés en termes de la répartition de la richesse, sont toujours brimés dans les accords internationaux. Il n'y a aucun moment eu une justice au niveau des différents accords. Vous prenez l'Organisation mondiale du commerce, elle n'est pas juste vis-à-vis des pays africains. Vous prenez le Fonds monétaire international qui est censé stimuler l'économie mondiale, mais elle n'est pas juste vis-à-vis des pays africains. Donc, en réalité, tout est fait aujourd'hui pour que nous soyons mal à l'aise, pour que nous soyons des pays moins développés. Et aujourd'hui, si nous voulons amorcer ce processus pour faire de nos États des États émergents, ça veut dire que nous affrontons l'Occident en face, qui ne veut pas que nous nous émancipions. Donc, en réalité, tous les paravents que vous êtes en train de regarder, l'Algérie, la Mauritanie et tous ces autres pays, mais sont à la solde, en réalité, du capitalisme, de l'impérialisme. Mais c'est ça la réalité. Quel intérêt un pays comme l'Algérie, que nous avons aidé à se libérer, à qui nous avons pratiquement tout donné pour qu'il ait son indépendance, a à nous affronter? Quel intérêt ils ont? Mais ça veut dire qu'ils-mêmes ne contrôlent pas leurs propres émotions, ils ne contrôlent pas leur pays, ils sont commandés par d'autres. Donc la main invisible, ce n'est autre chose que le capitalisme mondial, que l'impérialisme. Et ça, il faut juste qu'on résolve la question pardon, à ce niveau, plutôt que de penser qu'on va gérer les conséquences. Parce que chaque fois, s'attaquer à faire une médiation avec d'autres pays tiers, ça veut dire qu'on essaie de résoudre le problème par les conséquences au lieu d'aller à la source. Donc, il faut aller aux causes profondes, les analyser et mettre tous ces problèmes sur la table pour avoir une solution durable. Monsieur Bokoum, récemment, la Russie a déconseillé ses ressortissants de ne pas se rendre au Mali et au Niger. Quelle est votre analyse? Ben, écoutez, ça relève plutôt de l'intoxication et de la désinformation.
Alors, aujourd'hui, quand M. Poutine demande à ses ressortissants de ne pas venir au Mali, c'est pour plutôt protéger les valeurs éthiques et morales. Vous avez un pays qui est inscrit dans les valeurs fondamentales de leur pays. Donc, fondamentalement, avec l'approche aujourd'hui que la Fédération de Russie a avec ces pays de l'AES, Poutine n'a pas envie, effectivement, que la mafia russe s'implique dans ces affaires. Donc, tout ce qui doit passer dans ces pays doit être officiel. Ça n'a pas empêché. Poutine, il appelle Assimi, il appelle Tchani, ils se parlent régulièrement et on continue à recevoir des armes. Donc, on n'est pas dans un cas de figure de rupture. Il s'agit d'une intelligence d'assainissement de l'espace de la collaboration entre nous et la Fédération de Russie. N'importe quel Russe ne peut pas se lever, venir n'importe comment dans un pays de l'AES. Cela doit être coordonné, orienté et encadré par la Fédération de Russie de façon solennelle et officielle. C'est de ça qu'il s'agit. Maintenant, les spéculations, on ne peut pas les empêcher. Et la société Wagner, est-ce qu'ils sont venus sous le contrôle de la Russie? Mais aucun élément, fût-il Wagner ou autre chose, ne peut venir sans le contrôle de son État, quand on est un État sérieux. Vous pouvez penser que vous créez une entreprise au Mali et qu'elle n'est pas fichée quelque part dans le registre de commerce? Difficile. Wagner n'est pas sorti du néant. Et Wagner n'est que la réponse à d'autres éléments comme Blackwater et autres. Alors, les éléments paramilitaires existent dans tous les pays industrialisés du monde. Dans toutes les puissances militaires, ce genre d'opérations, ce qu'on appelle les opérations extérieures par la France, vous avez les légionnaires qui sont en France, on n'en parle pas suffisamment. Alors, quand vous avez Barkhane ici, vous avez la MINUSMA. Est-ce que c'est des Français, les militaires français qui étaient là? Je suis désolé, c'était des légionnaires. Et quand Djimé Diallo en a parlé, ça lui a valu son poste à partir de Paris. On l'a renvoyé, Manu Militari, au Mali, parce qu'il a osé dire que ces légionnaires ont un mauvais comportement. Ils passent tout leur temps avec des tatouages, ils passent leur temps à faire des choses que nos mœurs et nos habitudes maliennes n'acceptent pas. Et pour cette raison, cet ambassadeur a été relevé. Pas seulement relevé, refoulé, expulsé du territoire français. Donc, souffrez qu'il ne s'agit pas en réalité d'un problème moral, il s'agit juste d'un État, excusez-moi l'expression, d'un État voyou qui veut en imposer aux autres. Vu la complicité de cette crise sécuritaire, M. Bokoum, cette crise sécuritaire et économique qui prévaut sur cette partie importante du territoire national, peut-on aller tout de suite à des élections? Parce que vous êtes un responsable aussi du parti politique. Ben, je pense qu'aujourd'hui, penser à des élections, c'est jouer à la roulotte russe. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, vous avez un concept qui a été voulu par l'ensemble du peuple malien, c'est-à-dire un changement radical par rapport à une vision éthique, morale, de bonne gouvernance et d'un pays émergent. Alors, cette posture est contradictoire avec ce que le capital financier, bancaire et mondial souhaitent, parce qu'eux, ils veulent qu'on reste dans le statu quo. Et vous avez aujourd'hui une bonne partie de la classe politique qui est habituée à cette facilité, c'est-à-dire l'aide occidentale, l'accompagnement de la communauté internationale. Voilà. Pensez aujourd'hui que sans l'Occident, nous ne pouvons pas aller loin dans notre développement. Alors, donc, je pense que nous avons le souci que le processus en cours soit irréversible, que nous ne donnons pas l'opportunité à des opportunistes de reprendre le pouvoir pour retourner d'où est-ce qu'on était venu. Donc aujourd'hui, faire des élections dans le contexte actuel voudrait dire quoi? Les petits partis politiques, entre guillemets, qui sont ceux qui émergent, qui n'ont pas les grands moyens, qui n'ont pas reçu de financement comme certains l'ont reçu, ne peuvent pas compétir face à des partis qui ont été financés par les anciens systèmes. Des partis qui, dans l'éducation citoyenne, ont bénéficié d'un financement d'au moins 1 milliard, qui aujourd'hui ont pu faire voter des soi-disant députés, qui ont pu faire voter des soi-disant maires, alors qui contrôlent encore la machine politique. Il serait hasardeux aujourd'hui de faire des élections sans renouveler la classe politique. Donc aujourd'hui, ce serait un échec de la transition si on partait tout de suite à des élections soi-disant libres et indépendantes. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Quand vous aurez un président soi-disant démocratiquement élu, alors vous respectez des règles soi-disant démocratiques. Et ces règles soi-disant démocratiques sont construites sur la base des intérêts des Occidentaux. Le droit ne s'adresse pas à nous, les Maliens. Non, le droit n'est pas fait pour nous.
cette justice économique, sociale n'est pas faite pour nous sur le droit international. Tous les accords que nous avons eus jusque-là ont milité pour les intérêts des Occidentaux. Alors, vous voulez encore que nous les offrions sur un plateau d'or un président soi-disant démocratiquement élu, mis à leur disposition, qu'ils vont encore continuer à manipuler pour déstabiliser notre État et profiter de nos ressources. Je pense que ce serait une erreur stratégique aujourd'hui de penser qu'on doit aller aux élections. Et puis, il faut comprendre quand même que les élections n'ont jamais résolu un problème. Prenez un pays comme la Haïti, qui n'a fait que des élections depuis sa soi-disant indépendance. Tous les jours, on fait des élections, et les mois qui suivent, on est déstabilisé. Alors, je n'ai pas vu un pays au monde qui a une élection à soi-disant développée. Donc, nous, aujourd'hui, on a un autre problème. Ce n'est pas que ce soit un État démocratique ou non. On est fondamentalement dans le fond du gouffre. Tout reste à faire dans notre pays. Nous avons besoin de créer le plein emploi jeune, le plein emploi femme, avoir un État émergent. Donc, il s'agit de travailler pour l'épanouissement de l'ensemble de la nation malienne. Donc, on ne va pas faire du saupoudrage pour dire, soi-disant, qu'on est dans une démocratie. Et ce qui est important de comprendre dans le principe démocratique, la démocratie, c'est la dictature d'une oligarchie. Parce qu'en réalité, c'est un groupe d'individus dotés d'un certain moyen qui se donnent les moyens d'arriver au pouvoir. Alors, donc, vous avez quel modèle de démocratie? Vous avez une forte chance qu'en ayant dans ce modèle, vous avez un groupement de gens qui ont eu l'opportunité de piller ce pays, qui ont beaucoup de ressources, qui sont encore capables de manipuler les esprits des gens à travers l'achat de conscience et de se hisser encore au pouvoir pour être les collaborateurs encore de ces mêmes Occidentaux. Donc il faut faire attention, même si on doit faire les élections, je pense qu'il ne faut pas aller dans la précipitation, il faut se donner le temps de stabiliser le pays, il faut se donner le temps de relancer l'économie, il faut se donner le temps d'avoir un minimum de formation citoyenne. Aujourd'hui, vous prenez un certain nombre de cadres politiques. Mais comment vous pouvez défendre une nation dont vous ignorez l'histoire? Comment vous pouvez défendre une nation alors que vous ne connaissez même pas les b.a.-ba de la République? Comment vous pouvez défendre une nation alors que vous n'avez aucune formation citoyenne, aucune éducation citoyenne? Donc, un État, c'est les intérêts stratégiques qu'il faut défendre au prix de son sang. Et ça, c'est important qu'une classe politique qui veut gérer le pays puisse l'intégrer dans son mental et dans son programme. Donc, il faut stabiliser le pays. Alors, M. Bokoum, avez-vous, M. Bokoum, un appel pressant aux Maliens, aux autorités de la transition et à la communauté internationale face à ce risque de déstabilisation du Mali et de la sous-région, alors que celle de la Libye n'est toujours pas réussie? Ben, écoutez, je n'ai pas d'appel particulier à la communauté internationale, pas du tout. J'ai plutôt un appel à mes compatriotes africains. Pour moi, l'Afrique, c'est un seul pays. Alors, c'est important aujourd'hui que les Africains comprennent que la dimension, elle est globale. Vous savez, on nous distrait souvent en créant des petites crises. Vous savez, c'est un peu ça le problème de l'Afrique. Quand vous prenez le FMI, il décide de donner un prêt à un pays comme le Sénégal et un prêt à un pays comme la Côte d'Ivoire. Ils vont élever le niveau de prêt. En Côte d'Ivoire, diminuer légèrement celui du Sénégal et dire au Mali, non, vous n'êtes pas éligible. Ça donne l'impression que le Sénégal vaut mieux que le Mali. Ou économiquement, la Côte d'Ivoire vaut mieux que le Mali. Alors que nous sommes au même point. Au même point. Il n'y a aucun seul État. Je dis aucun seul État africain qui peut prétendre qu'il est un pays développé. Même pas l'Afrique du Sud. Même pas. Alors, donc si par rapport au capital financier injecté dans quelques pays, où l'Occident a quelques intérêts qu'il développe, ou par ricochet quelques individus profitent de cette manne, et qu'on ait l'impression qu'on est développé, alors on passe à côté de l'essentiel. Donc pour dire effectivement que si on doit se développer ensemble. Donc c'est important aujourd'hui que l'aspect de la monnaie unique africaine soit comprise par les Africains. C'est très important. Et que l'entrepreneuriat soit compris dans un aspect global. Notre sécurité, notre économie doivent être assurées de façon collégiale. Et nous ne pouvons pas attendre que ce soit les Occidentaux qui viennent assurer notre sécurité ou que ce soit les Occidentaux qui fassent de nous un continent émergent. Ils nous ont montré dans l'histoire et dans le présent que ce n'est pas leur souci de nous développer. Depuis l'histoire jusqu'à aujourd'hui,
aurions dû le comprendre et faire en sorte aujourd'hui que nous soyons un continent émergent. Et Dieu seul sait, nous en avons les intelligences, nous en avons les capacités matérielles, nous avons les capacités financières de le faire. Parce que simplement, les finances n'est qu'une escroquerie mondiale, l'économie, c'est les ressources. Et aujourd'hui, le continent africain regorge de ressources minérales. Vous avez de l'or, vous avez de l'uranium, vous avez du lithium, vous avez du bauxite. Quelle est cette matière fondamentale qui peut permettre le développement, qui peut contribuer au développement industriel que le continent africain n'a pas, y compris le sol, y compris les terres fertiles. Donc je pense qu'aujourd'hui nous avons tout le potentiel. Et même les terres rares. Les terres ne sont pas rares. Les terres ne sont pas rares. Les terres ne sont pas rares dans la mesure où nous avons, si vous prenez par exemple l'exemple d'un pays comme le Mali, ben, vous avez un espace qui n'est même pas occupé au 5e. Vous avez la zone de l'Office du Niger, vous avez la zone de Diré, où vous avez le lac Fagbin, le lac Oro, le lac Télé, tous ces espaces. Et pour la petite histoire, pendant la Deuxième Guerre mondiale, c'est quand même le Mali qui fournissait du blé comme effort de guerre. Et aujourd'hui, vous importez du blé en Ukraine. Alors, souffrez que cela nous demande juste une compréhension de la problématique et se mettre au travail pour notre bonheur commun. Donc, il faut que les Africains comprennent qu'il ne s'agit pas du développement du Mali, qu'il ne s'agit pas du développement du Togo, qu'il ne s'agit pas du développement de la Guinée, il s'agit du développement du continent africain. Et comme on le dit en Bangla, on le dit « Donc, ça veut dire fondamentalement que si on doit gagner ensemble. Donc, on doit être de façon collégiale, c'est ça la force. Donc, l'unité africaine aujourd'hui me paraît être un point cardinal. Il faut que les Africains, c'est vrai, nos pères fondateurs ont eu ce réflexe pour se protéger. Et le danger, le prédateur, il est toujours à l'affût, il n'est pas parti, il est toujours là. Et qu'on ait la conscience que le fédéralisme du continent africain est encore d'actualité. Donc il ne s'agit pas du Mali. J'interpelle les leaders africains qu'ils comprennent qu'aujourd'hui, nous n'avons pas d'autre moyen de nous protéger du capital financier si ce n'est de nous unir pour faire du continent africain un continent émergent. Ensemble, nous pouvons gagner. Tout à fait. Nous étions avec Boubacar Bokoum, spécialiste des questions géopolitiques et sécuritaires et analyste politique. Merci beaucoup. Merci, M. Bokoum, d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Et nous osons espérer que dans un futur très proche, nous vous recevrons ici sur les plateaux de l'Art TV, la télévision de tous les regards. Qu'il plaise à Dieu. Qu'il plaise à Dieu.